Nous n'héritons pas la terre de nos ancêtres, nous l'empruntons de nos enfants, a dit Antoine de Saint-Exupéry. Madame, Messieurs, bienvenue au magazine RDC Environnement, création de l'Agence congolaise de transition écologique et du développement durable, ACTDD en sigle, par le président de la République. Nous serons en ligne dans cette émission avec Jean Mangalibi, coordonnateur de l'ONG Amis de la Nature et des Jardins, qui pense qu'il n'était pas opportun de créer une nouvelle structure dans le secteur au moment où l'attention reste focalisée sur la lutte contre les coronavirus. Plus encore, quelle évaluation a-t-on faite des structures déjà existantes? Vous suivrez Jean Mangalibi dans cette émission. Pandémie du coronavirus oblige. Quelles sont les conséquences de cette maladie sur le plan environnemental? Madame, Messieurs, une fois de plus, bienvenue à votre émission RDC Environnement. Les détails, c'est tout de suite, après ceci. Agence Galaxy Media, la passion de développer la RDC. Je vous le disais dans le sommaire, le président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, vient de créer par ordonnance présidentielle du 27 mars 2020, lue sur la chaîne nationale, l'Agence congolaise de transition écologique et du développement durable, ACTD en sigle, un service spécialisé au sein du cabinet du chef de l'État qui sera organisé par les dispositions de l'ordonnance numéro 01/013 du 28 février 2020. Selon les informations, la création de cette agence fait suite à la nécessité de transformer les normes de production, de consommation et d'investissement vers un mode de développement économique décarboné. Dans ses missions, l'agence est chargée de concevoir, coordonner et implémenter les politiques nationales relatives à la transition écologique en République démocratique du Congo. C'est notamment étudier, analyser et évaluer toutes les questions lui soumises par le président de la République en rapport avec la transition écologique et le développement durable. Cette agence devra également établir les indicateurs nationaux de performance du développement durable pour mesurer l'avancement de la transition écologique dans notre pays. Elle doit aussi concevoir et implémenter une feuille de route crédible pour la transition écologique et suivre l'exécution de tous les projets de transition écologique et le développement durable qui seront mis en place sur l'ensemble du territoire national. L'ACTDD sera donc dirigé par un comité de pilotage chapeauté par le président de la République avec à sa tête un coordonnateur et un coordonnateur adjoint ayant rang de conseillers spéciaux du chef de l'État. Les deux sont nommés par le président de la République. L'on signale que cette agence, dotée d'un personnel très restreint, devra collaborer en toute indépendance avec les différents services du ministère de l'Environnement et du Développement durable. Restons encore dans cette actualité de la création de l'Agence congolaise de transition écologique et du développement durable par le président de la République, avec à la clé la réaction de Jean Mangalibi, coordonnateur de l'ONG Amis de la Nature et des Jardins, avec qui nous étions au téléphone il y a quelques instants. Voici l'analyse qu'il fait d'une telle structure, mais selon lui, la priorité aujourd'hui, c'est l'urgence sanitaire et non climatique. Écoutez-les. Oui, M. Jean Mangalibi, bonjour. Bonjour. Oui, vous êtes coordonnateur de l'ONG Amis de la Nature et des Jardins. Le président de la République vient de signer et publier une ordonnance créant l'Agence congolaise de transition écologique et du développement durable. Quelle lecture faites-vous d'une telle création, d'une telle agence? Bon, pour moi, sincèrement, je me dis, est-ce que c'était mal le moment? Parce qu'on a encore d'autres priorités. Oui. Qu'il faut veiller. Parce que qui dit créer, j'ai vu même il y a l'autre là par rapport à la corruption et autres. Oui, oui. Est-ce que c'est vraiment le moment? Pour moi, c'était pas encore le moment. On devait d'abord voir ce qui existe. Faire un état de lieu de ce qui existe et sur base de ça, voir si c'est possible d'en créer ou bien améliorer déjà ce qui existe
Ça pouvait être une bonne chose. Je veux aujourd'hui, c'est par rapport au problème avec les coronavirus. Oui. Qu'on veut créer des agences. Mais moi, je crois que c'est pas vraiment le moment. C'est pas vraiment le moment. Aujourd'hui, l'urgence, c'est quoi? C'est voir dans quel état se trouvent nos hôpitaux. Je prends le cas, l'hôpital clinique quinoise. Oui. Pour faire de ça parmi des hôpitaux modernes, on a juste besoin de 4 millions de dollars que l'État n'a pas. Mais je vais ici à l'hôpital de Kitambo. Oui. Une grande partie s'est exfoliée. L'hôpital Kitambo qui devait avoir à peine 64 médecins, l'hôpital de Kitambo a plus de 600 médecins. Là où j'ai parlé de cliniques quinoises, au lieu de tout le plus 70 médecins, ils ont plus de 800 médecins. Moi, je crois que c'est ça les priorités aujourd'hui pour le Congo. À sachant que déjà, on n'a pas d'argent. Tous ces agents, on va les payer comment? Oui. Le problème, c'est là. Oui, mais Jean Mangalibi, il y a l'urgence sanitaire que le chef de l'État a décrétée, ça c'est vrai. Mais est-ce qu'il n'existe pas aussi l'urgence climatique parce qu'il faut aussi résoudre les problèmes climatiques? Mais tu sais que le Congo a des lois. Oui. Par rapport aux mesures prises, moi je dis, moi je le félicite. Je crois que tu as eu à me recevoir dans des missions. On a eu qu'il a été possible qu'on puisse avoir Kinshasa 100 bars. Aujourd'hui, Kinshasa va bientôt ça va tout à fait un mois sans bar. Oui. On dit que tout ça était possible. Mais il fallait que le coronavirus arrive pour qu'on se réveille. Moi, je crois que tout ça, ça doit nous interpeller. Ça ne veut pas dire que maintenant, il faut surcharger encore le budget de l'État. Avec des agences, normalement, que je dirais, qui ne serviront presque à rien. Tu vois, le problème, c'est à ce niveau-là. Il doit être bien entouré, suffisamment entouré pour qu'on lui donne les conseils qu'il faut pour essayer de voir comment faire avancer ce pays. Sinon, on va signer des tas d'ordonnances, on aura autant de fonctionnaires, mais en retour, nous ne vivons pas. Hein? Les nations ne sentent rien. On a pris la décision, mais je vais bien, comme on dit, mieux vaut tard que jamais. Mais quand on décrit déjà coronavirus, nous on a attendu presque plus d'un mois pour pouvoir prendre les décisions de fermer la frontière. En ce temps, il y a eu des gens qui venaient de la Chine. Tout ça, il doit revoir son bureau. C'est tout ce que moi je veux vous demander. Mais ces ordonnances, pour moi, je vois, ça sert à rien. Tout à fait. L'urgence, c'est la santé maintenant. C'est ainsi que le chef de l'État a décrété l'urgence sanitaire. Mais selon certains observateurs, ils pensent que les questions environnementales sont inscrites au cœur de débats qui sont soit politiques, économiques, et avec des enjeux bien sûr considérables, et que le chef de l'État attend par rapport à cette agence qui a été créée des politiques qui doivent accompagner les pays dans les questions de transition écologique. Mais si les agences qui existent jusqu'à aujourd'hui ne font rien, vous croyez que ce qui vient de créer maintenant, ça va faire quelque chose? Nous sommes en train de rêver. Tu vois. Il y a des lois qui existent, c'est question de mettre cela en application. Moi, je suis arrivé ici à Kinshasa vers les années 70. À chaque parcelle, il y avait au moins un arbre. Aujourd'hui, quand je vois Yolo tel que c'est devenu aujourd'hui, les bars ont remplacé des arbres. Aujourd'hui, pour supprimer le nombre de stations qui sont en train de pousser comme des champignons, il faut créer l'agence. Ou bien les lois sont là. Tu vois, il y a aujourd'hui, c'est bien là, la fête qui le Bopeto. Il va les retomber des Bopeto. Moi, je crois qu'il y a de ces choses qui doivent faire un état de lieu par rapport à la situation du coronavirus. Pas vouloir créer des agences qui ne vont servir à rien. Au contraire, ça va être des coins où on va encore chercher à rançonner la population. C'est ce que nous devons éviter aujourd'hui. Aujourd'hui, nous, on a fait des émissions pour sensibiliser que la décision à prendre par le chef d'État, c'est de demander à la population de faire les recours à l'authenticité comme on peut a fait dans les temps. Par rapport à cette situation, on a beaucoup de tisanes, on a des plantes qui peuvent nous aider à freiner et à aider même les autres pays. Mais si nous voulons nous comporter comme les autres, vous croyez que nous aurons de bons résultats par rapport à la gestion de ces pays?
C'est pratiquement impossible. Ça, il doit pas rêver. Alors, il doit recadrer les choses. Il doit être un peu vigilant sur la manière, sur la situation sur le terrain. Il doit savoir anticiper, parce qu'il s'est dit chrétien. C'est bon d'être chrétien, mais Dieu c'est un anticipateur. Oui. Il est le président de la République démocratique du Congo, c'est lui le garant. Pour dire que par rapport à tout ce qui se passe au niveau de la planète, il doit apprendre à anticiper pour non attendre que la situation commence à se dégénérer pour se réveiller. Non. Il doit apprendre à anticiper les choses. Vous allez voir que beaucoup de choses. Il est capable de réussir parce que aujourd'hui le Congo veut un changement. Oui. Alors, si lui, il arrive à bien anticiper les choses, vous allez voir beaucoup de choses vont aller. Mais s'il va continuer à gérer tel qu'il gère maintenant, je crois qu'on va faire une chute libre. Alors, c'est ce qu'il doit savoir. Mais Mangalibi, l'agence est là, de toutes les façons. Ce qui est vrai est qu'elle a été créée au-delà de toutes les analyses qu'on peut faire. Mais est-ce que cette agence peut apporter quelque chose qui puisse être utile pour le pays? La transition écologique. Ceux qui ont existé avant n'ont jamais apporté. Aujourd'hui, on voit les désastres s'implanter. Il y a une agence qui est là pour veiller sur l'environnement. Oui. Ils font quel travail? Est-ce que leurs rapports d'études d'impact environnemental ont été écoutés? Voilà. Ça, c'est là où nous en sommes. Oui. Mais tant qu'il y a des agences qui ont existé avant n'apportent rien à la nation, ce qui va créer, vous croyez que ça va apporter quelque chose? Aujourd'hui, pour que même les conducteurs arrivent à respecter les séparateurs en béton, un jour, il va créer aussi l'agence pour veiller sur la circulation routière. En sachant que le tout est là. Aujourd'hui, ce que nous devons faire, c'est comment compresser l'argent de l'État. Parce qu'il y a des conditions comme il est allé à la Banque mondiale, où la Banque mondiale a demandé par rapport à la gestion de ces pays, en créant, ça va chercher à ce que nous dépassons encore beaucoup plus. Mettre un bureau qui vont réfléchir sur les réalités de ce qui existait déjà, comment mettre cela à niveau, de telle sorte qu'on n'arrive pas à en créer d'autres, ça servira à rien. Ou on cherche à créer des emplois auprès des amis, c'est ce que moi je peux dire. Mais si c'est réellement pour le bien-être du pays, s'il a dû à signer l'ordonnance, il est capable aussi d'annuler son ordonnance. Ça va aider à ce que, où il crée quelque chose en informel, ça va fonctionner pendant 3 mois, il va juger. Mais entre-temps, il doit renforcer ce qui existe déjà. Merci beaucoup. Je vois d'autres pays sont en train de prendre des dispositions par rapport aux isolements des gens qui sont atteints. Le Congo a pris quelle disposition? On n'a rien construit. On va aller exposer des gens dans des centres aussi contaminés ou avec d'autres maladies. Tu vois, nous sommes face à tout cela. Oui. Pour dire que son ordonnance, il peut quand même arriver à l'annuler. Il peut aussi l'annuler, comme il avait signé. Ça, c'est le conseil que moi, je peux lui donner. Merci et je le donne avec mon cœur. Merci beaucoup, monsieur Jean Mangalibi. Je rappelle que vous êtes le coordonnateur de l'ONG Amis de la Nature et des Jardins. C'est à moi de vous remercier. Merci. C'était là donc Jean Mangalibi, coordonnateur de l'ONG Amis de la Nature et des Jardins, qui réagissait à la création par le président de la République de l'Agence congolaise de transition écologique et du développement durable. Agence Galaxy Media, la passion de développer la RDC. Le monde vit des instants très douloureux à cause du coronavirus qui paralyse toutes les activités. Le secteur économique est celui qui paye le lourd tribut. Pas de production ou presque, pas d'activités économiques dans plusieurs pays du monde à cause du confinement. Les gens sont censés rester chez eux. Le secteur environnemental n'est pas en reste, mais les conséquences environnementales sont plutôt positives car il y a moins de pollution, moins d'insalubrité dans les villes et cités. La Chine, le plus grand pollueur, a vu ses émissions de gaz à effet de serre diminuer à cause de l'arrêt de ses usines et de la non-circulation à cause bien sûr des différentes voitures qui circulent à travers les villes. Le constat a été fait par nos confrères de France 24. Épidémie de coronavirus, baisse significative de la pollution en Chine et l'épidémie de coronavirus qui fait chuter la pollution en Chine. Regardez. La Chine a de manière spectaculaire attiré l'attention des observateurs de la NASA ces derniers jours. Avec ses villes et ses usines à l'arrêt depuis près d'1 mois et demi, les émissions de dioxyde d'azote ont été réduites d'1 tiers dans certaines régions
passant du rouge au bleu sur les cartes. Et notamment ici à Wuhan, l'épicentre du virus. À gauche, les émissions en janvier 2019. À droite, en janvier 2020, au début de la quarantaine. Le constat est encore plus spectaculaire un mois plus tard en février, où les émissions de dioxyde d'azote ont quasiment disparu. Cette pollution de l'air, habituellement provoquée par les véhicules et les centrales thermiques, est aussi visible à l'échelle du pays, en un coup d'œil, sur les clichés satellitaires. En un mois entre janvier et février, la différence est notable. Jusqu'à Pékin, où aujourd'hui, en temps normal et sans virus, les habitants pourraient même tomber le masque qu'ils sont habitués à porter pour ne pas suffoquer. Ce n'est pas pollué aujourd'hui. J'ai même pu sortir faire du sport. Quelles que soient les raisons, on apprécie. On espère que la pollution en général va continuer à baisser car tout le monde veut des ciels plus clairs et un air plus pur. Si les experts savent que cette situation est exceptionnelle et provisoire, ils espèrent néanmoins que cela puisse, une fois la crise sanitaire terminée, faire changer les mentalités. Ce virus est bien sûr une tragédie humaine, mais cela peut changer l'approche des gens, de s'habituer à travailler plus à la maison, moins prendre l'avion. Il peut donc y avoir des conséquences positives à cette crise. Positives, comme ce ciel bleu aperçu dans les rues de la capitale chinoise. Les émissions de carbone ont par ailleurs elles aussi diminué à travers le pays ces dernières semaines, entraînant une baisse de 6% des émissions mondiales. Telle est donc la situation au niveau international quant aux conséquences positives du coronavirus sur notre environnement. Nous avons également posé la question à un expert au niveau local, au niveau national, pour nous faire une analyse de ce qui est remarqué au niveau international. Au téléphone avec nous, Floribert Nyamoga, consultant dans les questions environnementales et du développement durable, des changements climatiques également. Il insiste quant à lui
sur les mécanismes à mettre en place pour maintenir la planète dans cet état. Je vous laisse l'écouter dans cette interview au téléphone. Monsieur Fleury, bonjour. Bonjour. Depuis quelques jours, Monsieur Fleury, le monde est secoué par la maladie coronavirus, cette pandémie qui décime tout sur son passage. Est-ce qu'on peut parler des conséquences peut-être positives ou négatives de cette maladie sur le plan environnemental? D'abord, merci beaucoup pour votre question. D'abord, ce qu'il faut savoir, c'est que le coronavirus, comme tous les autres virus, c'est un élément de notre écosystème. On partage le même espace vital, c'est-à-dire l'écosystème terrestre. Il a un environnement dans lequel il peut évoluer normalement, sans causer de tort à qui que ce soit. C'est ça qu'on appelle un organisme hôte dans lequel il se retrouve. Mais il peut y avoir des moments où il migre d'un organisme vers un autre à la faveur d'un certain nombre d'incidents génétiques ou environnementaux. Il migre d'un organisme d'un autre vers un autre et le nouvel hôte n'est pas capable de cohabiter avec lui. Et il provoque des réactions que nous appelons la maladie aujourd'hui, ce qu'on appelle le Covid-19, c'est une maladie à coronavirus. Donc, c'est un élément de notre système, c'est pas une création extraordinaire. Maintenant, d'abord sur le plan environnemental, il attire d'abord notre attention sur cette possibilité que un virus, un micro-organisme, on appelle encore une fois, peut se retrouver dans un endroit où il n'est pas tout à fait en harmonie avec le nouvel hôte. Et c'est ça le problème que nous avons aujourd'hui. Et donc, sur le plan environnemental, l'homme devrait savoir comment essayer de confiner le coronavirus dans son environnement ordinaire et éviter qu'il puisse affecter des espèces pour lesquelles il provoque des maladies. Pour le moment, nous sommes concernés par l'espèce humaine parce que c'est l'homme qui est le plus touché, mais on ne sait pas quels autres ordres dans la nature il peut affecter négativement. Ça, c'est une chose. Deuxième chose, parmi les mesures de protection, parmi les mesures plutôt d'arrêt de la propagation, parce que la meilleure façon de la protection qu'on a trouvée aujourd'hui, c'est de briser la chaîne de contamination d'un individu à l'autre. C'est la meilleure façon que tout le monde est en train de développer aujourd'hui. Bon, la stratégie qu'on a mise en place d'isolement et de réduction des mouvements nous permet de constater d'une manière évidente tout le mal que nous causons aux écosystèmes avec notre mode de vie. Vous savez, pendant la période de confinement, la pollution a baissé d'une manière qu'on ne pouvait pas réaliser autrement. Donc, notre activité déjà, c'est une interpellation écologique. Notre activité humaine est arrivée à un niveau où nous commençons à nous causer du tort à nous-mêmes. Lorsqu'on commence à empêcher aux gens de respirer normalement l'air qu'il y a dehors, d'essayer d'utiliser des filtres pour que de l'air sale n'entre pas dans la maison, je crois qu'on est arrivé à un point d'autodestruction qui doit nous interpeller tous. Et moi, je pense que la plus grande leçon que nous devons tirer de cette épidémie de coronavirus sur le plan environnemental, c'est de voir comment nous pouvons, en reprenant l'activité humaine, la maintenir à un niveau où nous n'allons pas atteindre les mêmes niveaux de pollution que nous avions avant. Évidemment, nos économies vont en souffrir, mais ce sont des économies qui nous ont tués jusqu'aujourd'hui. C'est les modèles économiques que nous avons développés qui nous ont tués. Les mesures qu'on a prises pour arrêter la propagation du coronavirus, la transmission du coronavirus, ont eu des conséquences environnementales très positives pour le monde. Évidemment, les conséquences économiques sont catastrophiques, notamment à cause de la restriction des mouvements, à cause de la restriction des limitations qu'on a mis à nos systèmes de production, usines, tout ça. Et on a brisé vraiment les pics de pollution qu'il y avait dans certaines grandes agglomérations. À Kinshasa, même lorsque vous circulez, il n'y a plus autant de bouchons qu'il y en avait avant. Alors que les mesures ne sont pas aussi restrictives qu'avant. Et dire qu'il n'y a plus autant de bouchons, ça veut dire qu'il y a moins d'émissions à partir des véhicules qui les provoquaient. Et donc, la leçon que nous devons en tirer, à mon avis, c'est de voir comment réconcilier maintenant la reprise économique
avec le maintien d'un certain niveau de salubrité environnementale qui ne nous expose pas encore à un autre danger pire que le coronavirus. C'est sûr que les Chinois, ils en ont beaucoup souffert du coronavirus, mais je crois qu'ils ont plus souffert de la pollution. Oui. Le coronavirus, c'était pour un temps, 2 mois peut-être. Mais la pollution, c'est leur quotidien et je ne sais pas si c'est raisonnable de continuer dans cette situation-là. Voilà les commentaires que j'avais à faire. C'était là Floribert Nyamoga, consultant dans les questions environnementales et des changements climatiques, qui répondait à la question de savoir quelles sont les conséquences positives de l'épidémie du coronavirus dans le domaine environnemental. Nous vivons dans un monde de plus en plus chaud avec son lot, bien sûr, des problèmes climatiques, mais la réponse se trouve peut-être dans ce qu'on appelle des villes et des cités durables avec la présence des arbres au sein de ces villes et cités. Ce qu'on appelle des petits boisés qui régulent en tout cas le climat urbain. La durabilité également, c'est cette notion de penser aux générations présentes, mais aussi et surtout aux générations futures. Voilà la réflexion de votre magazine sur ce sujet dans cet élément. Les changements climatiques frappent de plein fouet les villes et cités urbaines, avec toutes les perturbations de différents ordres. Pour les scientifiques, il est impérieux de penser à des villes et cités durables où il fait beau vivre. Il faut donc créer des villes plus résilientes et durables, et la notion de la durabilité renvoie à la prise en compte des intérêts des générations présentes et futures. La notion de durabilité nous renvoie à la satisfaction des besoins actuels, tout en pensant aussi aux besoins des générations futures, n'est-ce pas? C'est-à-dire donner la chance pour l'exploitation actuelle, tout en envisageant les générations futures. Donc ça, économiquement parlant, ou en termes de l'éco-développement, on parle d'éviter l'endettement écologique. Pour avoir des villes et cités durables, les forêts et les espaces verts peuvent aider à atteindre cet objectif et à relever les défis associés à une population urbaine en hausse. Les forêts urbaines, très souvent, on entend parler de boisés, des petits boisés. C'est-à-dire des petits boisés, parce qu'on ne peut pas avoir des grandes forêts dans une ville, mais on voit plus de petits boisés. Donc, dans les petits boisés, on peut rencontrer les petits boisés sur des routes ou sur un terrain déjà prédisposé, ou même dans des résidences. On peut trouver des petits boisés. Au cours d'un forum mondial sur les forêts urbaines tenu du 28 novembre au 1er décembre 2018 à Mantova en Italie, Hiroto Mitsugi, sous-directeur général de l'Agence des Nations Unies pour l'alimentation et l'agriculture, FAO, chargé des départements des forêts, déclarait qu'il est essentiel et urgent de mettre en place des modèles plus durables de croissance urbaine. Pour arriver à un tel résultat, il est nécessaire d'approuver des solutions pour les forêts urbaines avec comme objectif créer des villes plus écologiques et plus saines. Ce qui revient à dire que les hommes doivent arriver à chérir les arbres pour changer la nature des villes. C'est ici qu'intervient le rôle de la foresterie urbaine pour un avenir plus écologique, plus sain et plus heureux. La métropole orientale a végétalisé déjà 30% de sa superficie. Donc ce qui donne en moyenne 16 000 arbres en moyenne au kilomètre carré. Là je dis bien au kilomètre carré. Donc cela sous-entend que chaque parcelle, chaque résidence peut avoir 4 arbres. N'est-ce pas? Et une notion qui a été tout à fait aussi importante, c'est que si chaque parcelle a 4 arbres, donc pour remplacer ne fût-ce qu'un arbre, il faut $700. Maintenant, chaque arbre, que ce soit au niveau de résidence, que ce soit au niveau de petits boisés, vous donne plus ou moins $8 l'an. Donc économiquement parlant, nous disons, il est difficile et très dangereux de donner une valeur monétaire à un arbre, parce que déjà un arbre nous rend le service au-delà de ce que nous attendons, parce qu'il nous donne d'abord par rapport aux besoins essentiels, comme on dit fondamentaux, mais en plus la santé, et sans ignorer les autres taxes, ainsi de suite, que l'arbre nous procure. Selon les écologistes,
Les arbres peuvent aider à réduire les besoins en air conditionné de 30% et protéger les maisons du vent s'ils sont placés de manière adéquate autour des bâtiments. Mais un arbre adulte peut surtout absorber jusqu'à 150 kg de dioxyde de carbone CO2 par an et donc contribuer à atténuer les changements climatiques. Les zones vertes peuvent également avoir un effet positif sur la santé et le bien-être des personnes et peuvent aider à créer des sociétés plus cohésives. Sur le plan écologique, nous nous disons que l'arbre nous facilite la captation de précipitations, c'est-à-dire il capte les précipitations, il les garde, ils enfoncent dans les sols, c'est ce qui va dans l'optique d'humidifier les sols, de donner la chance à la nappe phréatique de garder de l'eau, n'est-ce pas? Mais aussi agit sur le microclimat du milieu. Agit sur le microclimat du milieu. Mais c'est pas seulement c'est pas seulement ça, mais ça participe à la séquestration du CO2. Des solutions forestières désormais doivent faire partie intégrante de l'imagination de l'homme. C'est entre autres étendre le couvert forestier dans les villes, utiliser les bons arbres au bon endroit, tout en développant des programmes politiques qui vont promouvoir la création d'espaces verts et de forêts urbaines. Dans l'atmosphère, on rencontre même des CO2. Il y a certains éléments comme les méthanes qui peuvent circuler, mais ne pas ignorer des particules dans la poussière, autres particules qu'on peut trouver. Or, dans d'autres particules qu'on peut trouver, on peut trouver des métaux lourds qui se retrouvent dans l'atmosphère. On peut les trouver, les métaux lourds. Mais ça, l'avantage, c'est que le fait d'abord de séquestrer les CO2, n'est-ce pas, et les garder, n'est-ce pas, il y a les autres particules, des poussières et les autres particules que l'arbre ou la plante saisit, retient, et ça a directement de l'incidence sur la santé. Parce que si on n'a pas de l'arbre, toutes ces poussières et les autres particules seront inhalées par la population, et la population est facilement exposée à des maladies cardiovasculaires. Donc ça aussi c'est un avantage. Le troisième avantage, c'est dans le cadre de l'énergie bois. C'est-à-dire, en lieu et place d'avoir une pression humaine sur les écosystèmes, donc on réduit facilement au cas où on a besoin de bois de chauffe. Vous voyez que ça contribue énormément. Les environnementalistes pensent qu'il faut faire la promotion des jardins communautaires, de l'agriculture urbaine et des forêts alimentaires urbaines, en augmentant le nombre de bâtiments écologiques et de forêts verticales et encourager l'installation des toits verts. Il est vrai que nous avons une grande potentialité en termes de forêts, et cela ne nous empêche pas que nous puissions organiser de manière bien zonée, par exemple la ville. Je parle vraiment de la ville de Kinshasa pour le moment. Par exemple, la ville de Kinshasa bien zonée et structurer la ville, donner la chance, selon les dimensionnements parcellaires, la chance à ce que nous ayons et des arbres au niveau des résidences, des arbres au niveau des rues, et même identifier certains sites où on peut avoir des petits boisés, qu'on appelle des terrains pour les petits boisés. Et là, vous êtes capable de faire la comptabilité environnementale. C'est-à-dire, vous savez, est-ce que réellement chaque parcelle en a autant, et telle rue en a autant, il y a des spécialistes qui sont en train de suivre, et vous avez la facilité de les valoriser. C'est-à-dire, celui qui veut l'exploiter, qu'est-ce qu'il doit à l'État? Et l'État assure le contrôle. Là, il y a une organisation. Mais si chacun doit planter comme il veut, quel arbre qu'il est en train de planter, pour quelle finalité, et l'État ne connaît même pas. Donc, il y a un problème de bien zoner et bien organiser. Ça, vraiment au niveau, par exemple, de la ville, pour que nous ayons des petits boisés qui soient durables et qui peuvent contribuer à l'économie de la ville, province. En intégrant davantage les solutions forestières dans la planification urbaine, les forêts et les espaces verts peuvent aider à relever un grand nombre de défis. Terminons cette émission par cette nouvelle qui nous vient de la Fondation Good Planet et qui nous renseigne qu'à cause du coronavirus, les oiseaux chantent à tue-tête, les sangliers se promènent en ville, les dauphins font des sorties. Avec le confinement,
Animaux sauvages et plantes profitent du calme retrouvé, tandis que les humains prennent plus de temps d'observer la nature. Au premier jour du confinement, les habitants des grandes villes ont redécouvert, avec bonheur bien sûr, les gazouillis des oiseaux. Des sangliers ont été aperçus à Barcelone. Un jeune puma s'est donc aventuré d'ailleurs dans les rues de Santiago du Chili. Des dauphins se rassemblent en Méditerranée. Avec la baisse brutale de la présence humaine, les animaux sauvages urbains ont des quartiers libres pour circuler dans les villes, a commenté à l'AFP Romain Julliard, directeur de recherche au Musée national d'histoire naturelle. Il cite l'exemple des renards. Ils chantent très vite leur comportement, ils changent très vite leur comportement. Quand une espèce est tranquille, ils y vont. Un jeune puma, comme on l'avait dit d'ailleurs, s'est aventuré dans les rues de Santiago du Chili pendant l'épidémie de coronavirus. C'était le 24 mars 2020. Les animaux et les oiseaux vivent dans les parcs urbains comme les moineaux, les pigeons, les corneilles peuvent quitter leur territoire habituel et libérer de la place pour d'autres animaux. Les oiseaux, d'habitude discrets en ville, sont-ils plus nombreux? C'est plutôt qu'on les entend mieux. Certains d'entre eux s'arrêtent de chanter quand il y a du bruit. À présent, ils arrêtent de s'arrêter en tout cas, explique Jérôme Sueur, spécialiste de l'acoustique au Musée national. Le bruit perturbe aussi leur comportement et génère du stress, poursuit-il. Il faut espérer que la disparition de la cacophonie humaine soit bénéfique pour les animaux en pleine période de reproduction au printemps. Les animaux sont dépollués du bruit humain, résume le chercheur. À la campagne et à la mer aussi, la faune sauvage pourrait mieux se porter. En France, par exemple, le confinement a mis fin avec un peu d'avance à la saison de la chasse. Voilà donc ce qu'on pouvait dire sur ces confinements des humains qui profitent bien sûr aux oiseaux, aux animaux, aux dauphins et à toutes les autres espèces, tant animales que végétales. Madame, Messieurs, c'est par cette note que nous bouclons cette émission RDC Environnement qui reviendra bien sûr la semaine prochaine. D'ici là, portez-vous bien et bonne suite des programmes sur votre chaîne. Merci à Landrine Nyangi, merci à Peter Loma, merci à Fanfan Makitou et merci à Muriel Makiese, à vous, Madame, Messieurs, de l'avoir suivi. Au revoir et à très bientôt. Prenez soin de vous, mais surtout prenez soin de votre environnement, mais aussi lavez-vous à chaque instant les mains pour éviter d'attraper le coronavirus. Au revoir.